Bonjour et bienvenue à tous. Pour ce deuxième épisode de Pour faire court, nous allons aborder la question du temps de travail au Moyen-Âge. Quelle que soit la période, il n'y a pas de sujet plus sensible pour les travailleurs. D'ailleurs, la thématique est toujours omniprésente dans le débat politique actuel. Pour plus de commodité, dans cette vidéo, nous nous limiterons à la France médiévale du XIIIe au XVe siècle. Pour déterminer le temps de travail des populations au Moyen-Âge, il faut premièrement définir le calendrier des travaux. Donc l'on a en premier lieu les dimanches, soit 52 jours par an. Cette interdiction se retrouve dans quasiment tous les statuts des métiers et elle est sanctionnée par des amendes. Ensuite on a les fêtes religieuses communément chômées, ce qui représente 27 jours de repos par an. Voici la liste qui soustrait donc quasiment un mois de labeur. Et à ce stade, pour se donner une idée de ce que cela peut représenter visuellement, on va prendre un calendrier. Donc voici les dimanches, les 27 jours de fêtes religieuses, auxquels il faut rajouter la fête du saint patron de la confrérie, de celle des saints patrons de la paroisse, de chaque maître ou seigneur en particulier, et même de sa femme, etc. Soit environ une demi-douzaine de journées en plus. Avec ces données, on peut dire que le travail était totalement suspendu 80 à 85 jours par an. À cela s'ajoute le chômage partiel. Traditionnellement, la journée de travail est amputée de 2 à 3 heures la veille d'une fête religieuse. Donc premièrement, on a les samedis, mais aussi les veillées des autres fêtes, ce qui représente 70 jours où le travail est sensiblement diminué. Il est très difficile de tenir compte de tous les temps de repos, car il y avait en plus des fêtes religieuses, des fêtes laïques, des fêtes agricoles, des fêtes seigneuriales, dont le nombre dépend de l'endroit où vous vivez, de votre métier, mais aussi de votre grade. En prenant une petite moyenne, on peut rajouter ainsi 2 jours de chômage complet et 2 jours de chômage partiel. Ensuite, il faut tenir compte du chômage forcé. Le chômage forcé, c'est l'impossibilité de travailler du fait d'une maladie, d'une raison familiale ou d'un facteur extérieur, comme des rafales de vent qui empêchent le bûcheron d'aller en forêt. On en dénombre une moyenne de 35 par an. Au total, avec ce calendrier, on se rend compte que l'on travaillait une vingtaine de jours par mois, ce qui corrobore parfaitement les rythmes de travail donnés pour la construction de l'hospice Saint-Jacques en 1320, qui allait de 17 jours de travail par mois en hiver à 22 en été. Par contre, il n'existe pas véritablement de vacances au Moyen-Âge. Seuls les tribunaux et les universités s'arrêtaient durant l'été, sur une période de 1 à 2 mois. Enfin, il serait bon de nuancer le grand nombre de jours de chôme que nous avons vus jusque-là, en rappelant que la majorité des Français tiennent des exploitations agricoles qui impliquent des contraintes quotidiennes. Après avoir déterminé le nombre moyen de jours de repos dans l'année, il faut préciser la durée d'une journée de travail. Pour la quasi-totalité des métiers, elle commence au lever du soleil, dans l'heure qui suit le lever. La durée de la journée de travail varie beaucoup en fonction des métiers et de la saison. Certains métiers terminaient le travail avec le coucher du soleil, d'autres attendaient d'être rappelés par les cloches de l'église ou le crieur du soir. Dans les statuts, on ne trouve jamais d'heure pour déterminer la fin de la journée. On y écrit que les travailleurs s'arrêtent à vêpres ou accomplis, qui, dans ce cadre, sont des limites qui évoluent au fil de l'année en fonction de la durée du jour. Pour situer, vêpres correspond au milieu de l'après-midi et complis vers le coucher du soleil. Par exemple, un compagnon ou un maître qui arrêtait le travail à vêpres ne travaille que 5 à 6 heures en hiver et 8 à 10 heures en été. Dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, la limitation de la durée du temps de travail est généralement défendue par 2 motifs. Le premier est que l'absence de lumière nuit à la qualité du travail. On peut lire par exemple dans le statut des potiers d'étain, je cite, « La clarté de la nuit n'est ni si suffisance qu'il puisse faire bonne œuvre et loyale ». Ce qui est une mesure de bon sens car la plupart des métiers ne peuvent pas exécuter un bon travail de nuit en raison de la mauvaise qualité de l'éclairage, sans parler du risque qu'il engendre. Et puis, il est aussi précisé dans le statut que pour que l'ouvrier reste fidèle à son maître, il faut le ménager. Dans le statut des baudroyers du livre des métiers, il est précisé qu'il faut limiter la journée de travail des ouvriers pour, je cite, « eux reposer car les jours sont longs et le métier trop pénible ». D'ailleurs, pour les paysans, on peut raisonnablement penser que la journée de travail pouvait être limitée par les intempéries, ce qui ne peut guère être comptabilisé. Pour la majorité des métiers, le travail de nuit est interdit, même s'il existe des exceptions, comme pour les teinturiers ou les tailleurs d'images. Il existe aussi des ouvriers qui ne travaillent que de nuit. Par exemple, pour évaporer une poêle de saumure afin d'en obtenir du sel, le saunier de Lorraine ou de Franche-Comté travaille en 2-12, une équipe de jour et une équipe de nuit, car les temps de cuisson des poêles durent de 24 à 60 heures. Au-delà des exceptions, on peut dégager 2 grands groupes. Le premier, dont la journée de travail commençait et finissait avec le jour, qui oscillait entre 7 à 8 heures en hiver et 12 à 14 heures en été. Ce qui fait, vous en conviendrez, des journées bigrement longues. Et puis, le deuxième groupe, qui ne suivait pas forcément les rythmes solaires, dont le travail pouvait osciller entre 8 et 9 heures en hiver et 10 à 12 heures en été. Suite à des négociations, on voit parfois apparaître de véritables changements de rythme de travail. Par exemple, en 1284,
les ouvriers tondeurs de draps passent de 13h30 de travail à 9h30 durant les mois d'hiver. A l'inverse, dans certains métiers comme les foulons, on pouvait aussi faire des heures supplémentaires après avoir signé un contrat spécial et avoir négocié le prix. Et puis, dans certains cas, les maîtres veulent officialiser les augmentations du rythme de travail. Ainsi, en 1467, les gantiers de Paris vont prier le roi de les laisser faire travailler leurs valets et leurs apprentis de 5h du matin à 10h le soir. Pour justifier leur requête, les maîtres gantiers, parmi d'autres arguments, vont expliquer que lorsque les ouvriers ne travaillent pas assez, ils deviennent beaucoup trop oisifs, jouent à des jeux, se couchent tard et travaillent mal le lendemain. Au travers de ces 3 exemples, on peut relever que l'on n'a pas attendu le 19e siècle ou même le 20e siècle pour voir naître des revendications salariales, des aménagements de temps de travail qui se font dans la négociation, et même des dénonciations de petits ouvriers pour mauvaises mœurs. Pour synthétiser, on peut dire que le travailleur du Moyen-Âge n'œuvre généralement que 2 jours sur 3, sur des journées d'environ 10 heures, soit nettement moins que la plupart des ouvriers du 19e et du début du 20e siècle. Le rapport très différent à la notion de profit, la quasi-absence de spéculation, implique aussi que le travail à cette époque était certainement moins nerveux, plus équilibré et plus consciencieux que celui qu'exécutait l'ouvrier de l'ère industrielle. Et au travers des lois du XIIIe siècle et du XIVe siècle, il ressort qu'il est injuste et même désavantageux de surmener le travailleur. La durée du temps de travail ne doit pas être déterminée uniquement par les maîtres et les seigneurs, mais elle doit être précisée pour chaque métier, selon les usages et les particularités. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à questionner, commenter et partager. À bientôt.